Paul. Bonjour, comment ça va? Mais écoute, ça va très bien et je te retrouve finalement avec plaisir puisqu'effectivement on a eu un premier échange vidéo il y a quelque chose comme 2 semaines maintenant, un échange je dirais difficile puisqu'il s'agissait effectivement de retracer un petit peu ton histoire de vie et nous avions intitulé cet échange Inceste à huis clos puisqu'effectivement tu as subi de tes 4 à 7 ans un inceste de la part de ton grand-père maternel. Donc c'est le second échange aujourd'hui que nous proposons et qui finalement, plus largement à ton histoire, forcément, je dirais, fait lien avec ton histoire, puisqu'il s'agit d'une question extrêmement importante pour toutes les personnes, tous les enfants, tous les adultes, quels qu'ils soient, qui ont été abusés. C'est évidemment la question de la réparation. Euh, et nous aurions souhaité, Paul, je dirais, trouver un fil conducteur de notre entretien en 3 temps, puisque dans un premier temps, tu nous parleras effectivement de la honte sociale, dans un second temps de la mémoire, et puis nous en viendrons, je dirais, du coup, euh, suite à ces deux thématiques, à la question de la réparation. La réparation, en fait, c'est une question que toi tu as approfondie, j'imagine, Paul, de par ta propre histoire, mais c'est aussi une question finalement que tu connais très bien, tu as travaillé dessus, je dirais. Oui, bah oui, j'ai fait une thèse sur les droits de l'homme donc en Argentine et donc je suis particulièrement sensible au concept que l'on appelle mémoire, vérité, justice. Mhm, Et c'est vrai qu'en ce moment, comme il y a une modification très importante sociale face à ce tabou qui est l'inceste, euh, je crois que c'est important d'aborder ce sujet. Alors bon, euh, je vais essayer aujourd'hui de faire un effort justement pour essayer de penser calmement et donc d'essayer de bloquer un peu mes émotions puisque j'ai une partie personnelle très impliquée là-dedans. Mais les émotions, ça bloque énormément, ça empêche beaucoup la réflexion. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de mettre en dehors cette partie pour pouvoir parler de ce sujet, je crois, qui est au centre, qui est au cœur euh, euh, de, de notre société aujourd'hui. mhm, Alors, on avait dit que le premier point, c'était au sujet de la honte sociale. Alors, je crois que ce qui est important de dire, c'est que c'est une création sociale. Et une création sociale qui n'est pas, ce n'est pas un bloc monolithique, statique. On voit bien qu'au cours de l'humanité, il y a des changements, il y a des transformations. Ce qui, le bien et le mal vont prendre différentes apparences, le vrai et le faux également. Donc, le tabou devant lequel on est aujourd'hui, qui est le tabou de l'inceste, il faut penser que ce n'est pas cette espèce de bloc statique, sinon que c'est quelque chose qui peut se transformer, qui peut même arriver à disparaître. Donc, face à ça, euh, 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 parce qu'on est dans une situation de vie, donc la vie, ça veut dire qu'on est constamment avec quelque chose qui bouge, quelque chose qui se transforme. Et le cours de la vie va constamment amener à renier finalement les bords et à modifier les choses. Donc, petit à petit, cette pierre qui roule, elle va se transformer. Et donc, il faut qu'on considère qu'effectivement, la honte sociale, c'est quelque chose, c'est une création et c'est une création qui va bouger, qui va se transformer, qui va peut-être même disparaître. Donc, à partir de là, on doit penser à... je regarde un peu mes notes de temps en temps parce que j'essaye d'être à peu près en ordre, non? À mhm, partir de là, il faut penser à la... On va revenir avec notre situation donc du tabou, hein, de cette création sociale, et on va arriver à la situation du bouc émissaire, c'est-à-dire qu'on a la politique de la meute,
qui va rejeter un de ses membres, qui va devenir donc le bouc émissaire. Alors, elle va déverser sur ce bouc émissaire tout ce dont elle ne veut pas, tout ce qui est insupportable, tout ce qui lui est odieux. C'est-à-dire que ce bouc émissaire, tout d'un coup, va se retrouver tout seul et va se retrouver avec son histoire particulière. C'est ça. D'accord? C'est un peu ce qu'on appelle la victime expiatoire. Voilà. Il va se retrouver avec son histoire particulière en dehors de l'histoire de la communauté, en dehors de l'histoire collective. À partir de là, il faut penser au deuxième point, c'est-à-dire le point de la mémoire. On suppose qu'on aurait le privilège, nous les êtres humains, de la réflexion et de la mémoire. Et comme on est dans une situation justement de vie, et que donc on a, on a des sentiments justement qui vont vers la vie, on va donc forcément penser à que pour pleinement vivre son présent, nécessairement, il faut connaître son passé. Donc, non seulement il s'agit de vivre pleinement son présent, mais c'est en plus de ça, c'est la condition sine qua non pour pouvoir penser son futur. Alors là, on va arriver à un auteur qui est un auteur français qui s'appelle Paul Ricoeur. Et c'est très intéressant parce que lui, il parle du travail de l'historien. Alors, le travail de l'historien, l'historien, ça peut être tout simplement un lanceur d'alerte. C'est ça l'historien. C'est une personne qui va être un lanceur d'alerte. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à rogner avec ses ongles la terre pour essayer de creuser le plus possible et pour essayer de retrouver ce passé dont il a besoin pour pouvoir remettre dans le présent pour qu'on puisse comprendre notre présent. Alors, quand il va creuser son passé, il va se retrouver avec beaucoup d'écueils, avec beaucoup de pierres. Alors, il y a des écueils qui sont la famille elle-même, hein, puisqu'on va du plus petit au plus grand. Et puis, on va arriver même jusqu'aux écueils institutionnels. Il y a toutes sortes de types d'écueils. Quand on creuse ce passé, on se retrouve avec des tas de problèmes, des problèmes qui viennent de toutes parts. Par exemple, tout le monde dans sa famille a un cadavre dans le placard. Et l'inceste, puisqu'on parle de l'inceste, c'est extrêmement courant. Et d'ailleurs, on commence à le voir de plus en plus à travers des films, des vidéos, des reportages et des recherches vraiment importantes. On est en train de voir que c'est extrêmement courant. Alors évidemment, si on parle du plus terrible, par exemple l'inceste intrafamilial, soutenu sur plusieurs années, bon, ça c'est quelque chose, mais il y a aussi l'inceste avec une main baladeuse sur une petite fille ou un petit garçon, et qui est extrafamilial, et ça, énormément de gens l'ont vécu également. Donc finalement, on se retrouve avec quelque chose dont une grande partie de la population, qu'une grande partie de la population a souffert. Et on se retrouve avec des chiffres estimatifs, on ne sait pas très bien où les donner. Alors, il y en a qui disent que ça serait 1 sur 5, mais sur ce 1 sur 5, c'est un très vieux chiffre finalement qui date de plusieurs décennies, d'accord, et qu'en fait, on est en train de penser que c'est beaucoup plus que 1 sur 5. Mettons, si on met la moitié de la population, ça serait même peut-être plus que probable, d'accord? Que la moitié de la population a souffert à un moment de sa vie un accident de ce genre. Donc, ce bouc émissaire qui s'est retrouvé avec son histoire particulière et qui est cette histoire enfouie que ce lanceur d'alerte va essayer de réaffleurer pour pouvoir remettre dans le présent, et bien ce bouc émissaire, finalement, son histoire, elle n'était pas particulière. C'était l'histoire de tous. Et pour que tout le monde arrive à réaborder son présent, eh bien, il va falloir aller chercher cette histoire particulière et il va falloir donc transformer
cette histoire particulière en histoire collective. C'est Alors, ça. si le groupe, si la meute, elle a foutu dehors le bouc émissaire, il est là, la meute, elle est là, et le bouc émissaire, elle est là. Tout d'un coup, avec ce travail du lanceur d'alerte et avec récupérer cette histoire particulière, et ben, le bouc émissaire, il va revenir dans le groupe. Et le groupe, donc, va réintégrer ce bouc émissaire. Donc, il va reprendre ce bouc émissaire et c'est là, c'est le moment très difficile, c'est un moment très douloureux pour tout le monde. Parce que quand il s'agissait d'un tabou, c'était très douloureux pour une personne. Maintenant, c'est très douloureux pour tout le monde, pour toute la société, parce que c'est toute la société qui a été offensée. C'est toute la société qui a subi cette violation. C'est-à-dire que le bouc émissaire dit, bon d'accord, moi j'ai subi dans ma chair le viol, mais c'est l'histoire de tout le monde, c'est aussi votre histoire, parce que vous avez aussi été confronté à ça, et vous Ouais. avez aussi été envoyé finalement à l'extérieur de votre vie, puisqu'aujourd'hui vous ne pouvez pas réaborder votre présent, et vous ne pouvez pas penser votre futur. Donc vous avez également été bafoué, comme moi. Donc, le groupe qui réintègre le bouc émissaire va se retrouver dans la situation, et ça c'est là où c'est très important, c'est comme justement les droits de l'homme, les maires de la place de Mai, leur revendication qui est mémoire, vérité, justice. C'est-à-dire qu'il faut faire la mémoire pour en arriver à la vérité, et de là, il faut passer à la justice. Alors là, on arrive au troisième point, c'est donc la justice, et on va arriver à la réparation. Parce que la justice, d'un côté, c'est le procès dans lequel elle va déclarer la vérité, dans lequel elle va remettre vraiment les pendules à l'heure. Mais à l'intérieur de la justice et de ce procès, il y a aussi une autre patte qui est la patte de la promotion des droits qui ont été bafoués. C'est-à-dire qu'on va promouvoir quels sont ces droits essentiels qui ont été bafoués. Hein? Et ça, c'est très important. Et ça, c'est une réflexion, une très longue réflexion qui est faite dans la justice internationale. Donc, ce n'est pas moi du tout qui l'invente. Hein. Je ne fais que reprendre une réflexion de beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes dans la justice internationale, et qui ont déterminé qu'effectivement, dans la réparation, il y a deux pattes. Il y a la justice avec son procès qui va redéclarer finalement, qui va permettre à toute la société de reconnaître la situation dont elle est victime. Parce que quand on est victime de quelque chose que l'on n'arrive pas à dire et qui n'est pas dit, c'est 3 fois pire. Et ça a beaucoup plus de conséquences. Ça a des conséquences infinies, des conséquences multiples qui vraiment vont aller dans toutes les directions. Donc, cette justice, elle va redonner cette vérité, on espère, et en même temps, elle va propulser cette promotion de ces droits qui sont fondamentaux et qui ne doivent pas être bafoués. Et l'autre patte, c'est la patte administrative. Alors, dans la patte administrative, ça va être la réparation. Alors, on a même jusqu'à la réparation financière, économique. Et c'est très important, la réparation financière économique, parce que c'est une autre manière de reconnaître ce qui s'est passé, c'est une autre manière de dire on fait cause commune, on le prend, on adopte, on prend le taureau par les cornes, on ouvre nos bras à ce bouc émissaire et on prend avec lui tout ce qu'il a dû endurer quand il était tout seul. Quand il était tout seul, maladif, etc., etc. Donc, tout ce qu'il a enduré, nous, on va partager avec lui. Donc, c'est très important, cette réparation, et c'est ce qui permet d'arriver au pardon. Alors, évidemment, on ne va pas pardonner au pédophile, à celui qui nous a bafoués, mais sinon, on va pardonner au reste de la meute parce qu'on accepte
d'être réintégré dans la meute et on revient parmi le groupe. Hmm. Voilà. Oui, tout à fait. C'est intéressant ce que tu dis par rapport effectivement à ce cheminement-là. Mais quand je t'entends évidemment de parler de réparation, est-ce que tu as véritablement l'impression que même dans une situation idéale, finalement, on peut réellement parvenir à obtenir la réparation intégrale de la victime, justement? Est-ce qu'on peut revenir, j'ai envie de dire, dans ce pristine état, c'est-à-dire avant la faute, avant le déni, à- avant le mal commis? Ben non, bien sûr, le mal, il est fait. Oui. À partir de ce qui s'est passé, bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Mhm. Parce que tu as deux types. C'est important ce que tu dis, parce que euh, euh, regarde, en politique, il y a deux types d'États. D'accord? Tu as l'État qui va gouverner en fonction de la majorité et tu as l'État qui va gouverner en fonction de la minorité. D'accord? Et on se retrouve avec le grand dada actuel de la politique qui est parler de la démocratie. Et la démocratie, ça veut dire démence. Ça veut dire un État qui gouverne en fonction du démence. D'accord? Donc, un État qui gouverne en fonction du démo, c'est si on suit le terme, c'est donc forcément en fonction de la majorité. Or, on a bien vu qu'il ne s'agit pas de la majorité, mais de la totalité de la communauté. Donc, cet État, il faut absolument qu'il le prenne à bras le corps, parce que c'est la totalité de sa communauté qui est bafouée. Mhm. Et, Oui. et, et évidemment, cet État, bon, bah, c'est l'histoire. Il s'est passé un terrible accident. Tu ne peux pas effacer cet accident. Mais maintenant que cet accident est fait, eh ben, tu as un problème avec la citoyenneté, alors ce qu'on appelle la qualité de la citoyenneté. La qualité de la citoyenneté, c'est ce qui va faire si tu te retrouves avec des personnes qui sont littéralement enragées contre ta société, ou si ce sont des personnes qui veulent collaborer justement dans ta société euh, pour, euh, pour cohabiter, pour que la communauté cohabite le mieux possible ensemble. Dans Mhm. ces cas-là, l'État nécessairement doit s'occuper de ce genre de choses. Mhm. S'il effaçait l'accident qui s'est passé, d'accord? S'il l'effaçait, ça ne servirait à rien. C'est-à-dire que là, tu effaces la mémoire aussi. Ça, c'est Harry Potter. Il démémorise, d'accord? Mais tu ne peux pas démémoriser. Non, c'est impossible. C'est impossible. Mais en même temps, ce qui évidemment, quelque part, a priori est étrange, c'est un peu ce que tu disais, c'est que d'un côté, finalement, les personnes victimes d'inceste et plus largement de maltraitance et de violence à l'égard de leur corps, c'est finalement une proportion non négligeable de la société. Et en même temps, pour prendre conscience de cela, il a fallu en réalité des siècles et des siècles. C'est une sorte d'abîme entre une réalité cachée euh, et une impossibilité finalement pendant des siècles d'en parler, de briser le tabou, de mettre des mots sur une histoire commune à beaucoup de personnes, tu l'as dit, qui ont été violentées, mais commune évidemment à l'ensemble de la société, parce qu'à à un moment donné, effectivement, le tabou, il éclate à la figure et il éclate à la figure de tout le monde. Mais donc, c'est vrai que c'est étonnant en fait hein, de voir comment une chose aussi vraie, aussi impactante a pu pendant des siècles être mise sous le boisseau. Bah oui, mais enfin, c'est le cas quand même de beaucoup, hein. Si tu Oui, regardes le féminisme, les femmes ont été considérées comme vraiment des moins que rien. On est passé d'objet à être presque des animaux de charge, et puis finalement, on commence à avoir, avoir peut-être une possibilité de reprendre un petit peu une égalité entre les hommes et les femmes. Donc, je veux dire, oui, les tabous, il y en a eu beaucoup. Hein. Le oui, racisme, c'en est un autre. Pourquoi est-ce qu'une personne qui n'a pas la même couleur de peau est inférieure? hmm. C'est un autre sujet. Il y en a plein.
Oui, bien sûr, mais j'ai l'impression finalement, quand on veut résumer les choses, que c'est essentiellement une question de pouvoir, en fait, du plus fort sur le plus faible, et que quelque part, l'égalité, l'émancipation de l'autre, la euh, la mise au centre de la personne la plus fragile, ce n'est pas spontané, quoi. Je veux dire, il faut un vrai travail sur soi et sur une réflexion, je dirais, de l'ensemble de la société pour qu'à un moment donné, la prise de conscience se fasse et qu'à un moment donné, on se dit, de toute façon, quelque part, celui qui a été maltraité, le fragile, l'enfant, à un moment, je veux dire, c'est impossible de le garder à l'écart. Hmm. C'est, c'est, C'est c'est un impossible. peu ça, en fait, cette histoire. C'est qu'à un moment donné, même le plus fort est bien obligé de prendre conscience et de prendre en compte ce qu'il ne souhaitait pas voir et il y a un commun sur lequel il ne souhaitait pas effectivement agir. On le voit bien aussi avec tout ce qui est la pédocriminalité dans l'Église. Hein. C'est vrai que c'est un peu à tous les étages, quoi. C'est au niveau individuel, au niveau familial et au niveau sociétal, que ce soit dans l'enseignement, dans la culture, dans l'Église. Enfin, ce sont des réalités que l'on retrouve effectivement à tous les niveaux. Et là, on a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de point de bascule quand même. Les choses sont en train de s'accélérer, je dirais. Hein. La prise de conscience et l'obligation finalement pour la société de réagir. Oui, et en plus de ça, tu sais quoi, Pascal, ce qui est terrible, c'est qu'on a bien vu dans l'histoire de l'humanité que il y a eu des tas de choses qui se sont modifiées au fil du temps. Donc, tu as des tabous qui tout d'un coup se sont transformés, ils ont changé de tête, le bien, le mal, le vrai, le faux, tout ça, ça s'est modifié plein de fois au cours de l'histoire de l'humanité. Et le pire qui puisse arriver, c'est de freiner des quatre fers contre ça. Hmm. Alors, tu te rends compte? Parce que n'importe qui devrait pouvoir se dire, oh là là, je sais pas, moi, par exemple, si tu as des enfants, te dire, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser du con que j'étais ce genre de choses. Hein, euh, euh, ou alors dans l'histoire, te dire, dans l'histoire, je vais rester comme un con. Mhm. Celui qui... Non, mais c'est vrai, même au niveau de l'amour propre, il faut y penser, quoi. Et, euh, Ah oui, 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 oui. et c'est vrai que de toute façon, on voit bien que c'est en train de changer. Alors, si tu continues à freiner des quatre fers, eh ben, c'est forcément toi qui vas perdre parce que les changements de l'humanité, ils sont inéluctables. Mhm. Ils arrivent. Alors, vaut mieux les accompagner. Ça, c'est le Tao, et ça, c'est typique des Chinois. Dans le Tao, accompagne le coup. Tu sais, c'est quand tu te prends un coup dans le ventre. Si tu es très comme ça, tu vas vachement plus mal. Alors que si tu accompagnes le coup, et ben finalement, ça fait moins mal. Tu vas Et en, l'absorber. Mhm. tu l'absorbes. Et en plus de ça, tu sais, avec l'inceste, euh, il y a énormément plus de victimes que non seulement il y a énormément plus de victimes que celles qui sont conscientes d'être victimes, mais il y en a aussi qui, par exemple, tu connais aussi des cas des personnes qui se souviennent, qui vont se souvenir qu'elles ont été victimes à 45 ans. Ouais. Moi, j'ai une amie qui a pris conscience de ça quand elle avait plus de 50 ans. Donc, tu te rends compte le mal. C'est-à-dire que pendant toute sa vie, elle a vécu avec un mal terrible sans savoir pourquoi. Mhm. Parce que de toute façon, le mal, il existe. D'accord? De toute façon, il te ronge. Mais oui, oui. Ce qu'il y a, c'est que Oui, tu ne sais même pas pourquoi. et Et, donc, pardon, non, et une grande partie de la population, c'est-à-dire que quand on voit Sévise ou quand on voit d'autres commissions qui sont en train de récupérer des témoignages, ben, ça, ce sont les gens qui sont conscients. Puis il y a tous les autres qui ne sont pas conscients. Et il y a aussi tous les autres qui n'ont pas le courage encore de le dire. mais tu sais comment effectivement, et ce n'est pas évident du tout pour les victimes, même qui ont pris conscience du problème et même si elles voient effectivement que la société commence à bouger, que la parole
peut se dire de manière plus aisée qu'elle sera effectivement entendue. Il n'en reste pas moins que pour beaucoup de victimes encore, c'est très compliqué de prendre la parole, hein. C'est que c'est quand même une mise à nu aussi. Euh, Peut-être la peur aussi de revivre des situations passées, de revivre l'effondrement. Prendre la parole en même temps, c'est libérateur, et en même temps, il y a toujours une part de risque aussi. On ne sait jamais très bien, comme quand on sort un livre sur une famille dysfonctionnelle, c'est parfois une sorte de bombe à déflagration lente que l'on jette comme ça, comme une bouteille à la mer, mais sans savoir comment ça va être pris en compte, si ça va être compris, pas, si la personne qui ose prendre la parole finalement va avoir un retour de manivelle. C'est beaucoup de questionnements aussi pour la victime, hein, que de prendre la parole. Ah bah oui, on s'en prend plein la gueule. Moi, je parle là en connaissance de cause, mais, mais écoute, par exemple, il y a un changement. Quand j'ai commencé à, à dénoncer ce qui m'était arrivé, c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que je le dénonçais uniquement à l'intérieur de ma famille, mais je suis mère, je suis prof, et à l'époque où je l'ai dénoncé, ben, c'était une cause pour avoir des sacrés problèmes avec avec, ta, avec qu'on te laisse ta fille, par exemple, et Hmm, d'autres sacrés problèmes qu'on te laisse avoir ce travail, ce hmm. travail de prof que j'ai. Ben oui. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Hmm. Aujourd'hui, ça serait impossible. Oui, oui, c'est ça. Aujourd'hui, on retirerait pas, on me retirerait pas ma fille parce que j'ai été violée. Hmm, Mais tu sais, l'autre jour, j'ai vu un film que j'ai trouvé génial et il y avait dans ce film un psychiatre qui disait quelque chose de terriblement pervers. Et j'étais très étonnée parce que c'est un film génial. Et ce psychiatre, tout d'un coup, c'est comme un cheveu sur la soupe, qui disait quelque chose d'horrible. Il disait, oui, bon, alors, 40% des victimes répètent dans l'âge adulte ce qu'elles ont vécu. hmm, Bon, c'est terrible parce que tu vois, ça, ce genre de choses, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu dénoncer ce qui leur est arrivé. Et ça a permis la reconduction de ce tabou indéfiniment hmm, avec ce genre de phrases. D'abord, ce genre de phrases, elles ne reposent sur rien parce qu'elles reposent sur une théorie. Et ensuite, c'est une estimation de chiffres qui est 40%. S'il n'a même pas les chiffres. Donc, c'est une estimation complètement, bon, je préfère ne pas adjectiver, mais c'est terrible parce que cette phrase, moi, comme d'autres victimes, on l'a beaucoup écoutée. Et hmm, ça nous a énormément martyrisés. Et moi, cette phrase, ça a fait que je n'ai jamais osé dire à des amis à moi qui étaient très proches ce qui m'était arrivé parce que il y avait des tas de phrases comme ça. Il y en avait une autre que si tu n'as pas été aimé quand tu étais petit, jusqu'à au moins tes 5 ans, euh, tu allais devenir un délinquant. Tu te rends compte? hmm. C'est horrible de dire une chose pareille. Ça veut dire que ton destin se scelle et après, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu ne vas jamais pouvoir le récupérer. Moi, je crois que c'est Oui, faux et oui. faire. Il faut être prudent dans la manière dont on dit les choses. Maintenant, cela étant, Paul, c'est vrai que quelqu'un évidemment, qui a manqué d'amour quelque part dans sa vie, plus il en a manqué, s'il n'a pas eu éventuellement d'autres tuteurs qui ont pu prendre la place de la personne qui a manqué d'amour, et on pense évidemment en priorité aux parents, ça va être quand même compliqué pour lui de se construire, d'être épanoui, de, d'avoir une vie, je dirais, riche en émotions aussi, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on manque d'amour, c'est un petit peu comme une fleur qui n'a jamais de pluie. À un moment donné, elle se recroqueville, elle fane, quoi. C'est très difficile d'avoir une vie épanouie si à un moment donné, il n'y a pas eu effectivement quand même
cette goutte d'eau, c'est cet amour parental C'est une non blessure reproduit. c'est une blessure très, très profonde. Moi, je ne Mhm. crois pas qu'on reproduit. Je crois qu'on a beaucoup de mal à recevoir de l'amour, mais je crois que justement, on a tendance à donner tout l'amour qu'on n'a pas eu. Euh, mais on a beaucoup de mal à recevoir de l'amour. Ça, je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut beaucoup travailler justement, Oui, parce qu'on n'a pas eu euh, euh, on n'a pas eu cet apprentissage. Cet apprentissage ne s'est pas fait. Donc, il va falloir beaucoup travailler là-dessus. Puis le faire d'adulte, ça coûte beaucoup plus que si on l'avait fait naturellement quand bien on était sûr, enfant. bien sûr. Mais je suis persuadée qu'au contraire, on donne beaucoup plus puisqu'on donne tout l'amour qu'on aurait aimé recevoir. Euh, Oui, oui, mais bon, je pense que pour pouvoir donner, il faut quand même avoir reçu un minimum, parce que sinon ça peut être compliqué de donner quelque chose qu'on n'a même pas vécu. Je pense que les personnes qui sont extrêmement blessées sont elles-mêmes fragiles, sont parfois extrêmement violentes, méfiantes, et donc donner de l'amour, c'est aussi aller vers l'autre, c'est nouer le lien. Et quand le lien justement primordial ne s'est pas fait, c'est pas forcément évident. Mais bon, là, je pense qu'il y a certainement aussi tous les cas de figure. Euh, mais il y a en tout cas un point important que tu soulignes, parce qu'on parlait évidemment de réparation. C'est la préparation évidemment grâce éventuellement au pardon, la réparation financière, la reconnaissance du mal commis. Mais finalement, malgré tout ça, et même si effectivement ça participe quelque part à sa propre réparation, à sa propre dignité, le fait de pouvoir se remettre debout, on voit bien, et on le disait tout à l'heure, que la réparation n'est jamais totale, et pourtant ce serait ça quelque part la plus belle réparation. C'est qu'à un moment donné, ce mal commis, s'il ne disparaîtra jamais, qu'il ne soit pas aussi impactant qu'il a pu l'être. C'est-à-dire que l'on puisse justement renouer un lien et des relations affectives équilibrées sans, sans ne- en évitant quelque part d'être chaque fois renvoyé un petit peu à son histoire passée parce qu'une parole maladroite, parce que euh, une image à la télévision ou que sais-je fait que le trauma se réveille. Donc ce serait ça la plus belle réparation finalement. Ce serait vraiment j'ai envie de dire une réparation pour le coup humaine dans le psychisme même de la personne. Or ça c'est là malheureusement peut-être que là aussi on n'est peut-être pas tous égaux. Certains s'en sortent mieux que d'autres par rapport à des faits pourtant entre guillemets parce que la situation n'est jamais identique complètement. Mais enfin des faits similaires. Moi, je vois ça parfois avec des personnes qui ont été violentées, qui ont eu des parents complètement déficients et qui finalement s'en sortent mieux que d'autres, quoi. ah bah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai aussi que, par exemple, si tu fais un travail, chacun va trouver la façon, etc. Mais moi, par exemple, tu te rends compte, j'ai plus de 30 ans de thérapie. Pour pouvoir en être arrivé là. Et c'est vrai que d'un côté, euh, le fait d'avoir été complètement rejetée, d'avoir finalement assumé toute seule euh, euh, mes problèmes, hein, d'avoir cherché à les résoudre, etc., etc. Si aujourd'hui, alors que j'ai complètement été marginalisée, parce que tu te rends compte, tu te souviens dans la première interview, quand je te disais que je me souvenais tellement, quand j'étais petite, avec mon ciré jaune, dans la cour d'école, en train de regarder le groupe des enfants qui jouaient, Ouais, et de me dire, bon ben voilà, ils le savent. Ils savent, je ne fais pas partie de cette vie. Et je ne jouerai jamais avec eux. Ils ne vont ouais, jamais m'intégrer dans leur jeu. Bon, ouais. bah
ça t'occasionne quelque chose de terrible. C'est-à-dire que Mhm. toi, tu perds tout. Tu n'arrives pas à rentrer dans des groupes de travail non plus quand tu es adulte. Tu t'aperçois que la politique de la meute, elle va toujours marcher. C'est-à-dire qu'on va toujours t'en foutre. On va toujours te taper dessus, même sans savoir pourquoi. Mais tu vas toujours être le bouc émissaire. Tu vas vivre avec ça. On Alors, sent, bon, oui. petit à petit, pour l'instinct de survie, justement, dont on va faire preuve, ben, chacun va essayer de trouver une solution pour essayer de pallier le plus possible à cette situation. Bon, ben, moi, j'ai pallié avec 30 ans de psychothérapie. Mhm. Et enfin bon, euh, euh, oui, il reste encore des tas de choses, c'est-à-dire que bon, je ne ramène pas ma fille dans mes paysages maternels, par exemple, etc., etc. J'ai pas de photos de famille, bon, ce genre de choses, d'accord. Mais quand même, j'ai réussi à faire des tas de choses. Parce qu'avec ces 30 ans de thérapie, bon, bah, je suis quand même arrivée à quelque chose. Je suis arrivée à faire une thèse et à écrire un livre sur les droits de l'homme, Mhm. dans lequel Mémoire, vérité et justice, c'est le centre. Donc, j'ai pensé à quelque chose. Finalement, je me suis dit, bon, ben, ce qui m'est arrivé, ça a été horrible, ça a été terrible, ça m'a enlevé énormément de choses, mais ça m'a aussi donné l'occasion peut-être d'observer, de réviser certaines choses, parce que quand tu es à l'extérieur du groupe, bah, du coup, tu as un sens critique beaucoup plus acerbe. Mhm. Ce qui est difficile, c'est quand on est à l'intérieur du groupe, eh ben, on perd beaucoup son sens critique. Alors que quand on est à l'extérieur, le sens critique, il est vachement développé. Donc, Oui. donc là, je me dis, bon, bah, peut-être que c'est un côté positif. Oui, et en même temps, Paul, tu as quand même trouvé les moyens aussi, d'une certaine façon, d'être réhabilité dans le groupe, dans la société, et d'avoir une parole qui soit tienne et qui soit aussi audible. Tu parlais de cet enfant dans la cour qui finalement, de fait, tu te disais, je ne fais pas partie de leur groupe, je ne fais pas partie de leur jeu. Et là, tout à l'heure, tu parlais effectivement de la réhabilitation, qui est un élément évidemment extrêmement important pour refaire corps avec soi, parce qu'on refait corps effectivement avec le corps du groupe. Mais ça, quelque part, même si tu l'expliques très bien, c'est vrai que dans l'intérieur du groupe, finalement, on est un peu comme un mouton. On, on- on fait un peu comme tout le monde, justement, pour ne pas mettre à mal le groupe, pour ne pas être rejeté du groupe. Et en même temps, effectivement, quand on est hors du groupe, ben, on peut davantage être soi-même aussi, être critique, refuser certaines choses qui nous paraissent effectivement absolument absurdes ou pas du tout normales. Mais on a besoin évidemment de trouver, je dirais, une sorte d'harmonie, un certain équilibre entre être dans le groupe pour ne pas en être rejeté et en même temps être suffisamment euh, euh, éloigné parfois du groupe pour pouvoir effectivement avoir une parole qui nous soit propre. Donc là il y a une sorte de point de tension, d'équilibre à trouver. Et peut-être que toi, tu l'as quand même finalement trouvé, ce point d'équilibre. Après, justement aussi, peut-être, ça c'était intéressant aussi, ça fait peut-être partie de ta réparation. Et ça n'a pas dû être une réparation facile à mettre en œuvre. C'est le fait que tu t'es éloigné du lieu du trauma, si je puis dire, en t'expatriant à l'étranger, en Argentine ici en particulier. Ça a été quand même, j'imagine, quelque chose qui a participé à ta réparation, mais qui a dû être enfin, c'est pas rien de tout quitter et de se réinstaller, c'est repartir à zéro aussi. Bah, c'était plutôt de l'autosurvie hein, pour moi sur le Ouais. moment. Et ça reste de l'autosurvie, hein, parce qu'aujourd'hui, bah, mes bourreaux sont extrêmement violents et virulents. Et à chaque fois que je parle, j'en ai quelques retours. Et je crois et je suis sûre
que effectivement, un des bénéfices d'être un bouc émissaire, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a un, c'est qu'on a de la distance et que du coup on observe. Et si on se débrouille bien, on peut arriver à bien observer. Et aujourd'hui, et ben moi, je suis sûre que il faut, euh, il faut prendre ce courage à deux mains et il faut que tout le monde commence à dénoncer ce genre de choses pour qu'elles ne continuent plus. Parce que sinon, ça va continuer, ça va perdurer. Alors, ça va pas continuer ça va pas continuer comme c'est. Parce que déjà aujourd'hui, ça a commencé à beaucoup bouger. Donc, il vaut mieux aujourd'hui se démarquer tout de suite de cette histoire et il faut commencer à dénoncer. Et si on commence à dénoncer tous, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas d'autre possibilité que cette réparation, parce que c'est une réparation collective, Hmm, c'est le droit collectif. hmm. Et finalement, l'État, ce n'est qu'un représentant qui doit gouverner la communauté, le groupe. Donc, il doit absolument interner cette réparation. S'il freine des quatre fers contre cette réparation, il va rester dans l'histoire, justement, comme le con de l'histoire. Donc, Mhm. donc, à mon avis, euh, tu vois, c'est ce qui était très intéressant de cette commission en ce moment, justement, sur les crimes de l'Église, c'est que le président a dit oui, oui, attendez, hein, parce que ça c'est le premier, c'est l'exemple, hein, mais il y en a d'autres aussi. Et Mhm. effectivement, il s'est mis en place des tas de cancers finalement qui nous ont littéralement bouffés. Et ça, il faut qu'on ait le courage de les prendre à bras le corps Mhm. et de se les extirper. Et la réparation, ça fait partie justement de pouvoir se les extirper parce que c'est vraiment c'est mémoire, vérité, justice. Ouais. Mais ce bouc émissaire, finalement, c'est celui aussi qui est quelque part, évidemment, le lanceur d'alerte, quoi. Je veux dire que Le lanceur d'alerte. c'est le mouton noir de la famille, c'est le lanceur d'alerte de la société, c'est celui qui n'accepte pas effectivement que la société continue à fonctionner sans voir le cancer en son sein ou sans que la famille n'accepte effectivement de voir qu'il y a un de ses membres qui souffre. Et la victime, quelque part, elle est aussi là pour faire en sorte que les responsabilités ne soient pas trop vite, j'ai envie de dire, diluées. C'est-à-dire qu'on voit bien aussi maintenant que non seulement les violences à l'égard des enfants, c'est quelque chose effectivement de systémique, c'est pas juste comme ça quelques cas isolés, mais en plus de ça, je veux dire, c'est pas simplement un abuseur sur un abusé, c'est aussi tout un système qui a permis effectivement à l'abuseur d'exister aux dépens de sa victime. Et ça, on le voit évidemment aussi dans l'Église, et on peut du coup, à mon sens, extrapoler à juste titre, évidemment. Quand on voyait encore aujourd'hui ou hier les propos du pape François qui en fait encensait pratiquement le cardinal Barbarin en disant qu'il était resté digne malgré les soi-disant violences qu'il avait subies. C'est un affront évidemment pour les victimes. C'est-à-dire que le cardinal Barbarin n'a pas effectivement, à mon sens, agi comme il aurait dû le faire par rapport à son diocèse et les enfants qui ont été victimes du quinquennat. Et puis finalement, tout au-dessus de la hiérarchie, là on pourrait attendre une parole forte qui remette, je dirais, pour le coup, l'église au milieu du village. On se rend compte que la personne qui est autorité sur des millions de croyants, cette personne-là, visiblement, est toujours dans le déni. Et publiquement, au lieu de prendre la défense des victimes, finalement, publiquement, prend la défense d'un cardinal. C'est violent, quoi, de nouveau. C'est violent. Et là, on voit bien justement que le problème, il vient du haut, quoi. Il vient du haut. C'est le haut qui couvre évidemment ses subordonnés et qui permet finalement à ce que l'Église ne se rénove pas réellement en profondeur. Alors on est finalement avec des sparadraps, quoi. Et la réparation qui est attendue par les victimes, ben, elle se fait attendre et c'est de nouveau aussi
sous le coup de la pression de la société, des victimes elles-mêmes, justement, qui à un moment donné en ont marre et se lèvent pour prendre la parole. Mais c'est effectivement une pression de nouveau extérieure, sous la pression extérieure que l'Église change. Et finalement, c'est comme ça dans toutes les instances de pouvoir. C'est de l'extérieur que les changements se font. Ce n'est pas de l'intérieur même, et vraiment de la structure du système que la dynamique se met en place et que le changement se met en place. Alors, avant tout, pardon, hein, mais je crois que c'est important parce que tu as parlé de moutons noirs et, bah, par exemple, tu vois, dans l'épistémologie, d'avoir toujours associé le noir à tout ce qui était horrible, obscur, mauvais, mal, Ouais. faux, etc., etc. Bon, par exemple, c'est justement une des choses dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire revoir un petit peu cette grammaire, cette épistémologie, etc., etc. Et il y a effectivement beaucoup de gens qui freinent des quatre fers pour ne pas réviser, pour ne pas réviser justement la Mhm. grammaire. Par exemple, tu vois, il y a un seul garçon, il y a 350 filles et le pluriel va être au masculin, etc., etc. Donc, tout ça, ce sont des choses alors, les couleurs, pareil, etc., etc. Donc, Ouais. c'est important de revoir ce genre de choses. Et comme effectivement, on est dans une situation de vie qui passe, qui flue, donc il faut absolument comprendre que il faut accompagner la vie. Il faut pas chercher à essayer de détenir ce flot qui passe. Et en ce qui concerne, par exemple, ce que tu disais de Francisco, euh, tu sais, c'est très compliqué parce que les bouddhistes, par exemple, ils parlent des liens invisibles, de la loyauté invisible. C'est-à-dire que tu as des tas de liens de loyauté qui sont qui t'attachent comme une marionnette. Et tu le vois, par exemple, il s'est passé quelque chose dans une famille, personne ne veut en parler. Ça fait partie des liens invisibles. Alors, on a un Ouais. oncle comme ça, donc on se tait, etc., etc. Donc, euh, 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 il faut savoir que très souvent, même ce que tu vois, le reflet de ce que tu vois, c'est pas forcément la vérité, parce que derrière, il peut se passer des tas de choses. Moi, je crois que le problème, justement, c'est que c'est tellement enquisté, c'est tellement enquisté dans des tas d'endroits et c'est tellement réparti avec des tas de ces fils invisibles qui tissent ces liens de loyauté invisible Mhm. qu'on a beaucoup de mal à essayer de démêler cet écheveau et, et commencer à réattribuer leur dignité à des gens qui ont été bafoués. D'accord. Mais il faut aussi dire que très souvent, c'est extrêmement douloureux et extrêmement difficile pour les personnes et qu'elles ont elles-mêmes des liens invisibles qui les tirent comme des marionnettes, qui fait qu'elles ne disent pas forcément tout ce qu'elles devraient dire ou tout ce qu'il faudrait qu'elles disent ou tout ce qu'elles pensent. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Mhm. Alors, on peut toujours se demander qu'est-ce qui est derrière ce qu'on voit. Et on va toujours on va se retrouver avec, tu sais, c'est le truc des poupées russes, là. Tu en as toujours une en dessous. Donc, c'est très compliqué. Et quand on est face au tabou, eh ben, on se retrouve avec des millions, des milliards de ces liens, de ces petits fils invisibles qui tissent et qui font que tout le monde semble comme figé dans Mhm. son rôle, comme une marionnette qui est immobile. Et en fait, bon, bah, ça, il faut accepter que ça va commencer à bouger et il faut accepter que ça n'est pas facile pour tout le monde. Regarde, par exemple, moi, j'ai dénoncé que mon grand-père me violait. Euh, euh, J'avais pas 4 ans, ça a été jusqu'à mes 7 ans. Que ma grand-mère
avait un drôle de rôle désagréable, très pervers avec, et que ma mère faisait les voiturages. Tu Hmm. t'imagines ce que c'est pour mes frères et sœurs qui aujourd'hui s'acharnent contre moi? C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas avoir un bon souvenir du moment où ils ont mangé un bon pain au chocolat avec la grand-mère quand ils étaient petits. Je leur ai tout foutu en l'air. Hmm. C'est une douleur énorme. Donc, quand on parle de l'inceste, eh ben, on se retrouve, on est en train de foutre en l'air tous les bons souvenirs. Et puis la personne se dit, ah mais alors j'ai été construit sur un mensonge. Tout ce que j'ai cru quand j'étais petite, toutes les choses sur lesquelles je me suis bâtie, c'était faux. Il faut tout remettre sur la table. Oui, bah C'est, oui, c'est très violent. à mon avis, c'est C'est très très violent. violent. C'est très violent quand Et quand ces pour, personnes-là et sont pour tout le censées. monde. Et pour tout le monde, c'est pas moins violent pour Francisco que pour toi. C'est violent pour tout le monde. Oui, oui, c'est sûr, mais bon, je veux dire, toute la question effectivement est de savoir à un moment donné si on est là pour ouvrir les yeux des autres ou si Ah effectivement on oui. continue à se leurrer soi-même et à leurrer les autres aussi, et à cacher la vérité et à continuer à vivre dans le mensonge, dans l'omerta. Voilà, et je pense de nouveau que plus on est dans des autres sphères et plus effectivement on est complètement décalé par rapport à la réalité des gens et que ce qui intéresse l'institution, c'est évidemment pas de s'effondrer, c'est de se perpétuer envers et contre tout. Donc là, à un moment donné, c'est aux victimes aussi de se dire, et c'est peut-être ça qui est difficile aussi, hein, pour un croyant, pour une victime, c'est de se dire que tout ce à quoi elle a cru s'avère complètement faux. Elle s'est peut-être crue construite par rapport à ses liens, ses relations, et ces relations étant toxiques, à un moment donné, elle doit se rendre compte qu'il faut couper ce lien aussi. C'est-à-dire, du coup, comme on le disait tout à l'heure, pour le coup, quitter le groupe et accepter de vivre pleinement sa solitude et donc aussi ses propres drames intérieurs, ses propres souffrances, essayer de transformer tout ça pour en faire quelque chose qui soit enfin construit, viable, équilibré. C'est, c'est, Tu sais, c'est la, pour moi, c'est ce que j'appellerais quelque part la vraie conversion. C'est celle-là, en fait. C'est quitter le mensonge pour de fait aller vers sa propre vérité intérieure. oui. Et en plus de ça, tu sais, ce que j'ajouterais, c'est que, alors d'abord, je voulais te dire que le lanceur d'alerte, c'est pas, en général, justement, le lanceur d'alerte, il n'est pas dans une situation de pouvoir. C'est pour ça qu'il a une certaine liberté pour lancer l'alerte. Et, euh, et ensuite, je voulais te dire que justement, la victime qui a osé dénoncer ce qui lui est arrivé, elle a pris ce risque et elle en a bavé des ronds de chapeau. Et elle continue probablement à en baver des ronds de chapeau. Mais peut-être que ceux qui ont le plus intérêt à, qui ont le plus intérêt à la réparation, c'est la communauté. Ah bah Parce oui. que, parce qu'aujourd'hui, tu te dis, on est dans un monde où on est, où évidemment, il est évident qu'il y a des tas de choses qui ne vont pas bien. Il est évident qu'il y a des tas de gens qui sont vraiment enragés contre la communauté. Donc, si on regarde les raisons pour lesquelles ils sont enragés, bon, ben, c'est peut-être justement par là qu'il faudrait commencer à aller. Parce que, et là, la communauté, elle a tout intérêt. Parce que s'il s'agit de cohabiter entre nous tous, et bien cohabiter, alors là, si on veut penser à avoir un futur qui soit riant, Mhm. et non pas un futur qui soit de mort et catastrophique, et ben là, je crois que de toute façon, la question ne devrait même pas se poser. Bien sûr. Il faut que les membres du groupe soient sains pour qu'effectivement la communauté soit viable et qu'elle oui, qu'elle puisse simplement vivre le plus paisiblement possible, hein. Tout à fait, tout à fait.
tu as l'impression, Paul, que par rapport à notre thème d'aujourd'hui, la réparation, qu'il y aurait encore un élément important sur lequel tu souhaiterais insister ou revenir? Non, moi, il me semble que l'on a tout dit, que c'était très bien. Et D'accord. toi, ce que je te propose, si tu veux, c'est que tu le regardes et s'il te semble qu'il a manqué quelque chose, on le rajoute. D'accord, ok. On va faire comme ça. Mais écoute, il me reste à te remercier alors pour notre second échange. D'accord, ok. Merci bien. Merci à toi, À Pascal. bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.